Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Cette semaine, on va vous parler d'argent. En effet, mardi 15 juillet, François Bayrou a présenté ses propositions pour le budget. Et sans surprise, il a fait dans le réac, mais aussi dans le bon macronisme. Je ne vois pas la différence. Tu vois la différence? Non, je ne vois pas la différence. On va décrypter le contenu des annonces de Bayrou pour comprendre ce qui nous attend. Ensuite, on ira voir du côté des universités, car en effet, le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Dingue, non? Il n'a pas eu le mémo? Et tout ça, c'est dans ce nouveau numéro de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On va donc parler budget. Oh God, I'm bored. C'est la sauce à laquelle on va être mangé l'an prochain. Et tout va y passer. Impôts, chômage, retraite, cotisations et remboursements. Look, am I poor? Just yes or no. Let me explain. Oh no. Eh bien justement, figurez-vous que 2 sénateurs ont retrouvé un petit coffre caché à Bercy dans lequel il y aurait près de 211 milliards d'euros par an. Alors, après avoir parlé du budget, de ses orientations austéritaires, on fera un petit tour pour voir d'où sortent ces 211 milliards, ce qu'on peut faire avec et l'énorme problème démocratique qu'ils posent. Alors allons-y, parlons donc d'argent. Alors concrètement, son plan pour économiser 40 milliards, c'est quoi? Un plan pour dire stop à la dette et un plan pour dire en avant la production. Stop au bon sens et en avant les macroneries, oui. Le plan de Bayrou est tellement pourri qu'il est obligé de le noyer dans une marée d'annonces qui n'ont pas vraiment de lien avec la choucroute budgétaire. Dans tous les secteurs de notre activité, l'intelligence artificielle peut et doit devenir un outil concret, utile, qui améliore la productivité des entreprises. Elle est culottée celle-là. Si le budget de la France va mal, c'est parce qu'on n'utilise pas assez l'IA. Mais en plus, c'est peut-être même pas une solution au problème de la productivité. Une étude a montré que l'utilisation des IA génératives abrutissait ses utilisateurs. Gagner quelques euros de plus maintenant pour se retrouver avec des travailleurs cognitivement déficients dans 10 ans. Encore un super calcul de Super Bayrou. Sur le fond, les annonces de Bayrou se répartissent en 2 grandes catégories. Augmentation des recettes et diminution des dépenses. Bon, côté dépenses, le truc est simple. Moins partout. Les collectivités territoriales, communes, régions, départements, tout ça, ça va réduire. Il a aussi annoncé la réduction du nombre des fonctionnaires et la suppression, fusion, réduction d'agences et opérateurs de l'État. Bon, rien de nouveau sous le soleil, de l'austérité comme on la connaît. Le Béarnais est distingué par 2 innovations bien antisociales. La première, il s'attaque aux dépenses de santé. Concrètement, il veut que les Français payent plus pour leurs soins et que l'assurance maladie rembourse moins. L'argumentaire est aussi abject que classiquement néolibéral. Nous devons responsabiliser les patients pour que le coût de la santé soit plus concret pour nos concitoyens. Responsabiliser les patients, c'est important. Les entreprises, comme on le verra, c'est pas pareil. Mais dans son plan, il y a des trucs parfois particuliers. Les dispositifs médicaux et médicalisés, les fauteuils pour les personnes infirmes, gravement malades, en fin de vie, les cannes anglaises, le nombre si important d'aides de matériel mobilisé pour une personne gravement atteinte, il faut pouvoir les réutiliser après que la personne n'en a plus besoin. Par exemple, après qu'elle a disparu. Alors là, encore du jamais vu. Boucher le trou du budget en récupérant les fauteuils roulants et les cannes des morts. Il veut littéralement faire les poches aux cadavres. Des boomers, comme vous dites. On est quand même dans une époque un peu bizarre, hein. Mais ce qui a fait couler le plus d'encre, c'est la fameuse année blanche. Je vous propose plusieurs de ces autres stratégies. La première, c'est que nous devons partager en 2026 une année blanche. Bon, nous on n'a rien envie de partager avec lui, hein. Mais il a essayé de la défendre. L'ensemble des prestations sociales seront maintenues en 2026 à leur niveau de 2025, ce qui veut dire que les retraites, dans leur montant, ne baisseront pas et qu'elles seront l'année prochaine maintenues au même montant que cette année. Et je le disais, la règle, c'est pas plus, mais pas moins. Alors il nous rassure, tout ça, ce n'est pas une augmentation de l'impôt. Est-ce que vous assumez, avec cette année blanche, de dire aux Français que vous allez faire ce que vous aviez dit que vous ne feriez pas, c'est-à-dire augmenter les impôts? Non. Les barèmes d'impôts n'augmenteront pas. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça aussi, c'est une mobilisation des ressources.
Augmenter des impôts, ça veut dire augmenter les taux et augmenter les bases. Ça n'est pas ce que nous ferons. Bon, c'est faux, hein. Ne pas indexer les barèmes fiscaux sur l'inflation, c'est augmenter les impôts. Ceux qui étaient sous une tranche d'imposition se retrouveront au-dessus et paieront davantage. Ces effets sont particulièrement notables sur les bas revenus, qui peuvent ainsi passer de non imposables à imposables du seul fait de l'inflation. Mais le Béarnais n'allait pas s'arrêter là et a parlé aussi de l'augmentation des recettes, censées être des gages d'équité pour compenser. Ces efforts sont exigeants, et j'en ai pleinement conscience, et ils ne seront acceptables que si nous prenons des initiatives fortes en termes de justice sociale et fiscale. Il a ainsi annoncé s'attaquer à certaines niches fiscales et sociales, ainsi qu'aux impôts des retraités, en transformant l'abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels en abattement fixe de 2 000 € par an. Il a aussi reconduit la participation exceptionnelle à la solidarité. Enfin, cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée, que nous définirons avec les commissions compétentes des deux assemblées, et cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus. Mais il a aussi annoncé des réformes structurelles du chômage. Dans les prochains jours, je vais proposer 2 négociations, s'ils l'acceptent, aux partenaires sociaux, un nouveau chantier sur l'assurance chômage. Et n'a pas sourcillé à remettre au devant de la scène son conclave lamentablement échoué. Comme je m'y suis engagé à l'issue du conclave, entre guillemets, avec les partenaires sociaux, les mesures assurant l'équilibre financier du régime figureront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Ce qui a surtout marqué les esprits, c'est ça. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé, et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. Ah ouais, j'aurais pas supprimé ça, moi. La suppression de 2 jours fériés a permis au RN de jouer une carte culottée. S'attaquer à l'identité de la France en disant le lundi de Pâques, on s'en fiche. Ou célébrer la victoire contre le nazisme avec le 8 mai, on s'en fiche. Mais qui sont ces gens? Ils auront vraiment tout saccagé, l'économie, l'argent des Français et même la mémoire collective. Permettre au RN de jouer la carte mémorielle de la lutte contre le nazisme, bravo champion. Hein. Bon, faisons le point, parce que Bayrou nous a promis que ce serait équitable. Tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. Alors sur ces 44 milliards d'euros de fardeau, eh bien il y en a plus de 18 qui viennent directement de la poche des Français en hausse d'impôts ou baisse des prestations sociales. Sur la somme restante, les services publics sont les deuxièmes sacrifiés avec plus de 17 milliards. Les vraies mesures de solidarité, elles, sont en dessous des 8 milliards d'euros. Bref, sans surprise, ce sont les plus démunis qui vont passer à la casserole. Réduire les services publics, c'est réduire la solidarité. Autrement dit, c'est précariser les plus démunis. Geler les pensions, les prestations et le barème de l'impôt, c'est encore faire payer disproportionnellement les plus pauvres. Sous couvert d'être indiscriminés et égalitaires donc, les mesures de Bayrou sont foncièrement antisociales. Prendre 10 € à quelqu'un qui est à la rue, ce n'est pas comme prendre 10 € à quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Pendant ce temps, la dépense militaire, elle, continue d'augmenter. Et cela se traduira par quelques 3,5 milliards d'investissements supplémentaires en 2026 et 3 milliards de plus en 2027. Il n'est pas question de dire qu'il faudrait que la France se désarme complètement. Ça ne mènerait qu'à faire de nous les vassaux des États-Unis. Mais la conclusion concrète de ces choix, c'est que l'effort militaire, qui bénéficie principalement aux riches entreprises du secteur militaro-industriel, sera financé par les saignées dans la solidarité nationale. Bon, mais au moins, est-ce que financièrement c'est convaincant? Qu'au moins ça serve à quelque chose? Eh bien, en fait, non. Regardons de plus près. En effet, plusieurs mesures annoncées ne permettent pas de modifier la courbe budgétaire, mais seulement de réduire, une seule fois, la dépense, une année. Mais l'État doit aussi mieux maîtriser son patrimoine. L'État est propriétaire de très nombreux biens immobiliers pour un montant de plusieurs centaines de milliards. Il y a même des chiffres plus importants encore qui sont articulés. Patrimoine qu'il ne connaît pas toujours en détail et dont il ne fait, pour ainsi dire, rien. Patrimoine important et improductif. Et oui, vendre l'immobilier, ce n'est possible qu'une seule fois.
Et après, on n'a plus de patrimoine. Bayrou propose de brader la richesse publique que le privé se fera un plaisir de capitaliser. Surtout que l'État a beaucoup de mal à vendre ses propriétés et s'en sépare bien souvent à un prix inférieur, comme l'a pointé un rapport de la Cour des comptes. Et c'est pareil pour l'année blanche et la suppression des jours fériés. Ça ne marche que pour un an. L'an d'après, il faudra trouver d'autres milliards pour continuer à baisser la dépense. Autrement dit, c'est un pansement sur une jambe en bois. Alors Bayrou nous rassure que ce qu'il fait, c'est pour le bien du pays, pour l'intérêt général et surtout pas pour se sauver. Il n'a, le gouvernement, aucune autre préoccupation. Il ne cherche pas à se préserver, il ne cherche pas à durer, il veut changer les choses. Et pardonnez-moi de le dire ainsi, qu'importe le risque. Mais sur les 44 milliards qu'il dit avoir trouvés, il y en a quand même plus de 11 qu'il faudra chercher de nouveau l'an d'après. Et qui, au passage, auront paupérisé tout un pan de la population et fait travailler gratuitement 2 jours les Français pour financer une dette que les macronistes eux-mêmes ont laissé filer. Alors il y a plein de responsables politiques qui n'en ont pas grand-chose à faire. Mais nous sommes en responsabilité. Bon, ils sont en manette depuis 8 ans, mais c'est la faute aux autres ce déficit. Alors, pendant ces 2 heures de présentation, une option centrale a été méthodiquement évitée. Faire participer le capital. Et c'est d'autant plus délicat qu'un trésor caché vient d'être mis au jour par 2 sénateurs. Depuis quelques mois maintenant, on vous parle des autres options disponibles pour faire travailler le capital plutôt que les petites gens. La semaine dernière, on vous parlait de l'affaire Koum, chiffrée à plus de 3 milliards d'euros par an en fraude fiscale aux dividendes. Nous devons être intransigeants avec ceux qui cherchent à rompre l'équité, à frauder et à ne pas remplir donc leur part du contrat social. Nous accentuerons la lutte contre la fraude en améliorant la détection des fraudes et surtout le recouvrement de ces fraudes et des amendes. Ah, c'est bizarre, parce que lui, toute fraude, sociale, fiscale confondue, il met ça à 2,3 milliards de plus cette année ? Les calculs sont pas bons, Kevin. Il y a quelques semaines, on avait aussi parlé de la taxe Zuckman. Comment elle fonctionne et combien elle pourrait rapporter. Attac a fait un travail d'économiste sérieux et a ainsi sorti ces chiffres qui montrent que des alternatives crédibles à l'austérité bayrousienne sont possibles. Et il y a quelques mois, on vous avait parlé de cette commission d'enquête au Sénat sur les aides publiques aux entreprises. Alors, ces 211 milliards, ils viennent de là. C'est de l'argent que l'État donne aux entreprises. Dedans, on y met des choses très variables. Les crédits d'impôt, les allègements de cotisations fiscales et sociales, les subventions, les prêts et autres dispositifs d'aide aux entreprises. Alors, ce chiffre de 211 milliards, il est un peu particulier. Alors, on a eu déjà alors ce qu'on pourrait appeler une surprise, quand on a commencé les auditions, notamment de l'administration centrale et de Bercy, c'est de voir qu'il n'y avait aucun tableau de bord et que personne n'était en capacité réelle de nous donner un chiffre sur une année 2023 de ce qui était alloué à l'accompagnement, à la compétitivité, enfin les sommes qui étaient allouées aux entreprises en France. Vous avez bien entendu. Jusqu'à ce que cette commission d'enquête s'y colle, l'État n'avait à peu près aucune idée précise sur les montants engagés par ces dépenses fiscales. Et quand l'administration centrale, l'IGF, la DGFiP, le Bercy nous a dit non, il n'y a pas de tableau, mais quel volume, combien de dispositifs, est-ce que vous savez quelle entreprise touche quoi? Et que là, on nous a dit non. Il y a eu une évaluation, alors chacun avait... Il n'y a pas de définition précise, et chacun avait la sienne. Donc l'INSEE nous a dit, il y a un plancher à 70 milliards. Très bien. Après, il y a le président de la République qui a fait une allocution télévisée, il y a quelques semaines. Lui, il a avancé le chiffre de 98 milliards. Éric Lombard vient et nous dit, donc, moi je connais le chiffre, 150. Ces situations sont extrêmement problématiques. On dégrève pour des centaines de milliards par an. Et on ne sait pas où ça part. Surtout que parfois, ça part dans des entreprises qui licencient et parfois en même temps qu'elles distribuent des dividendes aux actionnaires. Michelin, alors là, on a par exemple des exonérations de cotisations sociales en 2023, plus de 32 millions d'euros, 40 millions en 2024 pour le crédit impôt recherche, et puis il y a un plan de sauvegarde de l'emploi qui concerne 2254 salariés. Si je regarde ArcelorMittal, 298 millions d'euros d'aide et un PSE qui concerne 600 salariés. Auchan, 636 millions d'aides, c'est sur une décennie, 2013-2023. Et là, on a plus de 2300 salariés concernés par un PSE. D'autres entreprises pratiquent même la sous-traitance alors qu'elles prennent largement du crédit d'impôt recherche. On a appris qu'il permettait la sous-traitance. Donc on n'est pas obligé de salarier des chercheurs dans l'entreprise, mais on peut faire appel à la sous-traitance. Alors, vous vous doutez bien que le MEDEF n'a pas laissé ces choses-là être dites sans intervenir. La question des abus est particulièrement sensible. La querelle budgétaire
peut donner lieu à une chasse aux sorcières. Voilà, c'est un biais inconscient, mais en disant c'est qu'il est coupable de ce qui va mal en France. Et donc c'est là où il faut être très vigilant parce qu'il ne faut pas confondre la bonne question qui est posée et les premiers éléments de réponse que c'est dans ce maquis, mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte de la redevabilité vis-à-vis des Français? C'est tellement opaque, il y en a tellement, on ne sait plus qui contrôle quoi et comment c'est fait. Donc, et du coup, c'est les bénéficiaires qui seraient les coupables. La représentante du MEDEF était très inquiète de la tournure médiatique. C'est tellement un sujet épidermique, voire polémique, que c'est bien d'amener un petit peu de transparence et de clarification là-dedans, parce qu'il y a tellement de fantasmes autour des aides aux entreprises et des grandes entreprises qu'on pourrait croire que c'est des cadeaux aux entreprises et qu'elles font n'importe quoi avec cet argent. Ce qu'on voit, c'est que le bourgeois capitaliste, il tremble. Il vient faire bonne figure, expliquer que dans tout ça, il faut pas tout confondre quand même. Il nous met de la poudre aux yeux avec du vocabulaire d'entreprise pour nous rappeler que ceux qui sont sérieux, c'est eux. Il faut de la rigueur dans l'utilisation de l'argent public, premier sujet, et dans le reporting qu'on peut faire de l'utilisation. Alors, en désespoir de cause, le grand capital essaie de nous gaslighter littéralement. Si la période actuelle consiste à dire on donne de l'argent public pour booster la souveraineté des entreprises françaises, il va falloir encore plus contrôler que cet argent ne va pas ailleurs. Mais ça a toujours été contrôlé. Ah ouais, ça a toujours été contrôlé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de chiffres du tout et pourquoi est-ce que les entreprises ont tant de mal à les fournir, ces chiffres? Alors tout d'abord, il n'a pas été simple pour nous de définir ce qui était une aide publique et d'en faire l'inventaire. Ce qui est révélateur d'un système complexe. Ça fait du bien aussi d'avoir son propre diagnostic sur des choses probablement sur lesquelles on n'avait pas suffisamment de discernement. Mais ces reporting, ces menaces d'effondrement économique et ces sourires de façade masquent mal cette gabegie modèle géant. Vous vous imaginez s'il y avait 200 milliards du budget de l'État qui était dans la nature sans qu'on sache ce qui se passe avec? On sait qu'Agnès Vermicelle-Depied, elle, on l'entendrait plus jamais se taire. On est verbeux, on n'arrête pas d'empiler. Alors que les entreprises n'arrêtent pas d'empiler les milliards, on nous explique que tout ça n'a rien à voir, il faut comprendre. Tout ça, c'est pour la bonne marche de l'économie. Et même, au fond, si les entreprises abusent, est-ce que c'est vraiment de leur faute ou est-ce que ce serait pas celle de l'État, par exemple? La recherche de coupables liés au dysfonctionnement, est-ce que c'est la sphère privée bénéficiaire et qui cherche à être compétitive et qui crée des emplois, ou est-ce que c'est tout simplement la sphère publique qui a, comme vous venez de l'expliquer fort justement, a eu du mal à se réformer de l'intérieur et enfin il y a des élus qui sont sans saisisse. Monsieur l'agent, je suis en excès de vitesse, peut-être? Mais est-ce que c'est vraiment de ma faute? Ou est-ce que ce serait pas au fond de la vôtre de m'avoir laissé rouler alors que je dépassais la limite? Le coup de génie d'échec. Prendre la reine adverse, bouffer son propre roi et clamer la victoire et quand même empocher dans l'opération ces 211 milliards. Par an! 211 milliards! Et pourquoi? Est-ce que ça booste la croissance? Et est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui, je peux vous répondre. Personne n'en sait rien. Même le MEDEF le dit. En effet, c'est extrêmement difficile d'évaluer l'impact, c'est tout le cœur du débat, l'impact réel d'une politique. Faut voir le tableau quand même. Parce que si le MEDEF avait un seul chiffre, même vieux, même tout pourri, même inventé, il l'aurait utilisé. Alors s'ils disent qu'ils ne savent pas évaluer l'impact réel, le pire est à craindre. Bon, c'est quoi le bilan de tout ça? Le gouvernement Bayrou a tranché partout. Il a mis à contribution les plus pauvres, veut responsabiliser les malades et fait les poches aux morts plutôt que de revoir cette dépense pharaonique de 211 milliards d'euros. On ne sait pas où ils partent et à qui. On ne sait pas à quoi ils servent et s'ils sont efficaces. Le gouvernement Bayrou a aussi méthodiquement évité toutes les mesures de justice fiscale possibles. Taxe Zuckman, impôt sur la fortune, taxation des multinationales, etc. Tout ça, c'est niette. Alors que va-t-il se passer maintenant? Rien. Les députés et ministres partent en vacances, c'est la fin de la session parlementaire. En revanche, la rentrée s'annonce houleuse. Si LFI a annoncé déposer une motion de censure sur le budget, les autres formations politiques ont été plus attentistes. Le PS, les écologistes et les communistes annoncent voter une censure sur un 49.3, mais ne désespèrent pas d'obtenir des avancées au Parlement. D'abord, nous ferons nos propres propositions à la rentrée. Et sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. Le PS espère encore. Après la trahison du premier budget, la trahison du conclave et la politique de droite extrémisée du gouvernement, il espère encore. Les députés RN, eux, jouent à la censure, mais le passé et leur opportunisme a montré qu'ils n'étaient pas très fiables. En revanche, la situation de l'aveu même de François Bayrou est explosive. Si notre vie politique est menacée de dissolution aujourd'hui, c'est aussi parce que nous craignons trop souvent de nommer les choses par leur nom, parce que nous avons cessé de faire de la vérité le critère qui nous permette d'orienter notre action. Pour quelqu'un qui a autant fait varier sa version des faits dans l'affaire Betaram, c'est quand même culotté. Mais politiquement, il n'y a plus que deux issues.
La première, la censure, mènerait très certainement à une dissolution. Les conséquences seront incertaines et les divisions de la gauche risquent de lui coûter très cher. La seconde, c'est le ralliement du RN au gouvernement et l'évitement de la censure. Mais les conséquences de cette situation sont encore plus dangereuses. On se souvient comment le mouvement des Gilets jaunes avait commencé, par une augmentation d'une taxe défavorisant les plus dépendants à l'énergie bon marché. On se souvient aussi comment ce mouvement s'était envenimé, par la morgue macronienne et la violence sociale généralisée qu'elle portait. Le risque d'un nouvel embrasement social est très présent. Le scénario censure-dissolution permettrait de canaliser plus efficacement le ressentiment populaire. Parce qu'après tout, c'est quand même à ça que ça sert la démocratie. À ne pas avoir à décapiter son gouvernant quand il ne comprend pas bien le message. Il y a quelques années, quand j'étais encore jeune doctorant, la ministre Frédérique Vidal avait fait un joli cadeau à la communauté académique. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde. Alors on va parler de science, de contrôle politique et d'islamo-gauchisme. Pour l'ex-ministre, les universités étaient infiltrées par de dangereux radicaux. Ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc. Elle avait été soutenue entre deux visioconférences d'Ibiza par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation. L'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Pour eux, le problème était clair. La radicalisation des opinions et des propos est ce qui met le plus en danger la capacité à éviter les débats contradictoires. J'ai été interrogée, effectivement, sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société. Ce serait la science elle-même que l'islamo-gauchisme attaquerait. Le rôle de l'université était toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce fameux débat contradictoire plutôt que ces caricatures, et de faire en sorte que justement, comme toujours, au sein des universités, au sein du monde de la recherche, eh bien, le débat se mène entre les pairs. Heureusement que les macronistes sont là pour sauver la recherche. Ils détruisent les budgets, mais soi-disant, ils aiment l'université. Et évidemment, ils en ont tiré une conclusion évidente. Je vais demander, effectivement, à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré, et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Comme l'islamo-gauchisme créerait un climat de censure, le pouvoir organise un contrôle de la recherche. Autrement dit, un contrôle politique de la science. En inventant un ennemi imaginaire, les macronistes justifient une atteinte à la liberté académique. Mais une science servile est une science débile. Heureusement, notre nouveau ministre semble avoir corrigé le tir. Est-ce que derrière tout ça, il y a un amalgame de temps en temps qui est fait par certains en parlant d'islamo-gauchisme ? Ce terme-là n'existe pas, et honnêtement, il n'existe pas en tant que terme universitaire, il n'est même pas bien défini, donc cette notion n'existe pas. Il a rappelé qu'il n'existait pas de programme islamiste dans les universités françaises. Quand vous dites islamo-gauchisme, ça ramène, comme disait Stéphanie, aux frères musulmans, donc il n'y a pas, ça n'existe pas à l'université. En tout cas, pas de manière structurée et visible. Il semblerait que le discours a changé. Ah non, pardon. L'islamo-gauchisme à l'université n'existe pas, c'est votre collègue ministre de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui l'a dit cette semaine. Est-ce que vous dites la même chose que lui ? Moi, je dis qu'il y a à la fois des personnalités et des partis politiques, je pense notamment à LFI, qui portent une idéologie d'extrême gauche, qui instrumentalise l'islam, qui banalise l'islamisme radical et qui encourage le communautarisme. Y compris à l'université, hein. Enfin, vous savez, quand
un mouvement existe dans la société française, forcément on le retrouve à l'université. Soit dit en passant, seuls les fonctionnaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur se font insulter publiquement par leur ministre. Imaginez un ministre de l'Intérieur accuser la police d'être le problème de la justice, ou un ministre de l'Agriculture accuser les agriculteurs d'être des fraudeurs fainéants. Ça n'a jamais été dit. Les validations médiatiques, comme celle de Borne, sont désastreuses. Le terme d'islamo-gauchisme a empoisonné le débat public. Cette théorie d'extrême droite, rappelons-le, d'extrême droite, selon laquelle la gauche s'islamiserait et l'islam se gauchiserait, s'est banalisée dans l'espace public. Et même si elle est fausse, les gens y croient. C'est une accusation grave, car elle simplifie le discours politique en créant un ennemi imaginaire. En réunissant ses adversaires sous une même étiquette, l'extrême droite invente une figure mythologique. Elle résume tous les mots à 2 cibles simples, le gauchiste et le musulman. Tous ceux qui refusent les idées racistes, xénophobes et néolibérales sont rassemblés sous le terme d'islamo-gauchiste. C'est puissant car cela personnalise. Plus besoin de parler d'idées ou de propositions concrètes. Ils ne font plus de politique, mais racontent des histoires qui font peur. L'islamo-gauchiste devient un monstre à abattre. Le terme est infamant. Une salissure lancée pour pourrir le débat. Cette figure inquiète et pousse tous les partis à la condamner. Frapper l'islamo-gauchisme, c'est éviter d'en être accusé. Mais cette mécanique s'emballe. Dans cette frénésie néofasciste, une chasse aux sorcières commence. L'étiquette devient une arme pour attaquer les opposants. C'est une vieille méthode fasciste. Au siècle dernier, il parlait de complot judéo-maçonnique ou judéo-bolchevique, avec les conséquences qu'on connaît. Déportation des communistes et résistants, extermination des populations juives, tziganes, roms, homosexuels d'Europe. Voilà pour cette fois. On se retrouve bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça permet de diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Dernier point, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, cela va faire 10 jours qu'Emmanuel Macron a retrouvé le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. En attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. L'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Marcel Proust. Je pense que c'est des gens d'extrême gauche qui portent, qui considèrent que finalement les musulmans sont une force électorale qui le courtise en encourageant le communautarisme et en banalisant l'islamisme radical.